Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer l'aventure sur ce business des batteries lithium? Ah ouais, Comme il y a beaucoup de différentes catégories, mais pourquoi ouais, c'est le lithium? ouais, alors c'est intéressant en fait. On en parlait hier avec mes salariés. D'ailleurs, on fera tourner les vidéos, on les voit, il y en a quelques-uns derrière. Mais en fait, avant, moi, j'étais dans la mobilité électrique et j'étais dans plutôt le deux roues, hein, en tout cas en Chine, dans le développement avec les usines chinoises, à les aider sur le technique. Et quand le Covid a démarré, je me suis dit que j'avais envie de progresser et, et les batteries, c'était la continuité de ce que j'avais commencé. On fera d'autres sujets là-dessus, mais c'est vrai qu'on a souvent des questions et j'ai souvent des gens qui veulent entreprendre ou qui veulent se lancer dans une aventure. Et je parlais de ces démarches hier et je l'ai parlé également avec toi. Le très important, c'est de comprendre d'abord, donc en étant passé par la mobilité électrique, j'ai compris, et puis après d'apprendre. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je me suis dit que l'énergie, c'était quelque chose de très intéressant. Et on touche un sujet qui finalement, l'énergie, c'est utilisé dans tous les domaines. On comprend et on apprend. Alors quand on dit apprendre, on ne va pas apprendre dans tous les domaines, mais on va apprendre pour un domaine spécifique généralement. Et il y a vraiment, c'est très large et on peut trouver son chemin. Et moi, quand j'ai commencé à me mettre dedans, au début, j'y comprenais rien. Je me suis dit, j'ai l'impression de retourner au collège, de retourner à l'école, parce que les connexions, les choses. Et quand j'ai repris les bases, j'ai compris les bases, j'ai commencé, comme beaucoup de personnes maintenant, à regarder, à me former sur YouTube, à regarder davantage, à apprendre. Et je me suis rendu compte du potentiel. Ça sera d'autres sujets qu'on va aborder également sur les vidéos suivantes. Mais on peut aller dans de l'opérationnel. Si quelqu'un est manuel, on peut mettre les mains dedans et on peut se faire plaisir. On peut aller sur de la théorie, on peut aller sur du développement, on peut aller plein de choses. Et en fait, quand on commence à aller dedans, on commence à se faire plaisir parce que c'est un secteur d'activité aujourd'hui où il y a vraiment de quoi faire, il n'y a pas de limite. Et les entreprises, on parlait de la France et de la Chine, de travailler en Chine. Pour moi, au début, ça a été très difficile parce qu'en fait, en Chine, une année, ça va être quelque chose, puis l'année d'après, ça va être autre chose. Et donc, il y a une gymnastique cérébrale, il faut vraiment aller très vite à évoluer. Alors qu'en France, on va plutôt travailler 20 ans ou 30 ans sur la même chose. Et on va pas changer d'activité. Une entreprise qui va faire, je ne sais pas moi, qui va faire des coffrages, des boîtes, des coffrages en inox, en acier, par exemple, elle ne va pas se dire, tiens, je pourrais faire des batteries qui vont à l'intérieur. Elle va rester dans ce qu'elle fait. Elle va pas, c'est pas se reconvertir, elle va pas aller également dans d'autres choses qui vont faire progresser. Et ça, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, les entreprises en France, on parle de choses qui ne vont pas. On parle d'entreprises qui n'arrivent plus à s'en sortir. On parlera de ça aussi, de budget, de combien ça coûte de créer une entreprise, d'évoluer. On va parler de tout ça sur d'autres chapitres dessus. Mais d'évoluer, d'aller sur ces nouveaux marchés-là, ça peut coûter beaucoup d'argent et ça peut ne rien coûter. Tout dépend ce que l'on veut y faire à l'intérieur, ce qu'on veut y faire à l'intérieur. Donc du coup, les entreprises, pas de se reconvertir, mais de faire avancer ces activités, on ne peut pas mettre la fatalité tout le temps en cause. C'est chiant d'entendre toujours les choses qui ne vont pas et les choses qui font qu'on n'avance pas. Il y a plein de choses qui sont exploitables. Ce n'est pas une question de budget et de mettre de l'argent. Ça n'a rien à voir. Évidemment, si on met de l'argent, on va faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans argent. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire sans argent. Une entreprise qui a déjà une activité, elle peut y aller progressivement, elle peut avancer dans ce secteur-là. C'est juste, encore une fois, c'est comme moi, la même façon que moi j'ai appris d'avancer et de vouloir avancer. D'ailleurs, c'est pareil, ça aussi, on va en parler, la partie des cadres de formation, de faire progresser son entreprise. Il y a des choses qui sont faisables. Donc voilà, donc moi ce qui m'a donné du vrai plaisir parce qu'en fait, c'est un jeu, c'est des puzzles les batteries. Donc si on aime creuser, comprendre, et en plus c'est un marché qui est infini. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai vu au début.
je me suis dit, mais je vais regarder dans les batteries, mais finalement, les batteries, ça représente quoi? Et je ne vais pas parler de la Chine, je vais parler rien que du marché français ou européen. Tu prends l'exemple du camping-car, et un camping-car, ça a besoin de batterie pour avoir de l'électricité quand on s'arrête, pour pouvoir prendre sa douche, se chauffer. Enfin, il y a un système électrique de courant comme à la maison dans le camping-car, et c'est des batteries. Donc ça, le camping-car, c'est un marché qui est déjà énorme. Il y a le voilier, le bateau. Enfin, le premier pays qui construit des voiliers, c'est la France. La France est dans le camping-car aussi. Hein. Alors, ça a été racheté, mais c'est des marchés où on est leader dans le monde. Le voilier, le premier constructeur, c'est la France. Donc, rien qu'avec ça, enfin, s'il y a un endroit où il faut aller, c'est les batteries, quoi. C'est pas en ouvrant. Alors, on peut ouvrir un restaurant. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais concrètement, c'est pas si compliqué que ça à faire, et on peut avancer là-dedans. Et on peut aller dans cette activité-là. Après, je vais faire d'autres vidéos, je retrouverai là-dedans. Après, tu me décris beaucoup d'insights comme les marchés de batterie est tellement vache, mais ce que je ne comprends pas, quel est le modèle business de ton entreprise? Comment vous gagnez d'argent? Alors nous, notre entreprise, on a plusieurs activités. On a une partie actuellement, d'ailleurs, pareil, on fait rentrer des investisseurs, et tous les gens qui veulent investir sont les bienvenus. Évidemment, il faut étudier les dossiers, on ne fait pas rentrer n'importe qui. Mais aujourd'hui, on travaille avec on a différentes activités. On en a une, ça aussi j'en ai, tu n'as pas vu forcément, tu ne peux pas savoir, mais on en a parlé, on a une activité autour d'un BMS. Le BMS, c'est le circuit électronique qui sert à charger ta batterie et à éviter les incendies. Donc on a inventé un BMS, on parle vraiment d'invention d'un BMS universel. C'est un BMS qui va permettre d'être utilisé dans toutes les batteries, pas uniquement un modèle de batterie, mais dans toutes les batteries, qui va permettre, il y a des gens qui, alors ça j'ai tous les jours des gens, ils me disent j'ai un vélo, la batterie elle ne fonctionne plus. Et en fait, j'arrête pas de répéter cette histoire, mais c'est quelque chose qui m'énerve. En fait, ils veulent changer la batterie parce qu'elle ne fonctionne plus. Mais avec un BMS comme le nôtre, on peut régénérer la batterie. C'est-à-dire que le BMS, il va regarder l'état de la batterie, des piles à l'intérieur. Le vrai nom, c'est les cellules, mais je le répète à chaque fois, mais si je dis cellules, les gens ne comprendront pas, mais les cellules, le BMS va regarder les cellules et il va les faire recharger progressivement pour respecter les sécurités, et la batterie va refonctionner. Donc on a des BMS universels, et donc on fabrique un BMS qui permet de redémarrer les batteries ou d'aller avec notre BMS, par exemple une marque de camping-car, ils ont 4 modèles de batteries, ils mettent notre BMS dedans. Au lieu d'avoir 4 modèles de BMS en stock, ils n'en auront qu'un. D'une part, ils vont avoir moins de stock. Donc, je ne vais pas dire les noms de marques de camping-car, mais il y en a beaucoup, il y en a une quinzaine. Et voilà. Et en France, il y en a beaucoup aussi. S'ils avaient notre BMS, ils pourraient mettre plein de modèles de batterie avec qu'un seul BMS. Et en plus, ils pourraient, quand le client n'utilise pas sa batterie, parce qu'un camping-car, on ne l'utilise pas tout le temps, redémarrer sa batterie grâce à notre BMS. Donc, ils éviteraient le service après-vente, le contact du client. Oh, j'ai redémarré mon camping-car, les batteries ne fonctionnent plus. Donc, mauvaise réputation pour la marque de camping-car. Ils pourraient redémarrer leur camping-car. Il y a juste à cliquer sur un bouton. Il y a un écran tactile le BMS, en fait, c'est une carte avec un écran tactile. Il a juste à appuyer régénérer. Ça va refaire partir la batterie et ça évite 1 heure au service après-vente. On a des marques de camping-car françaises qui nous ont contactés pour récupérer leur batterie. C'était il y a quelques mois. Donc, notre BMS, il va dans ce sens-là. Donc, s'il y a des entreprises qui font des camping-cars ou qui ont des franchises qui ont des camping-cars, il faut faire remonter l'information. On a la solution. Notre BMS, il peut être fabriqué en France. Il peut être fabriqué en Europe. Aujourd'hui, il est fait en Chine parce que ça va beaucoup plus vite de faire fabriquer. En Chine, quand on développe un produit, on divise par 4 le temps par rapport à l'Europe. Mais sinon, on le fabrique où on veut, notre produit. Voilà. Donc ça, c'est notre premier produit. On a plusieurs produits. On a un autre produit qui est un convertisseur. Je ne rentre pas trop de détails dedans parce que c'est un produit où on recherche des investisseurs et c'est des technologies où on a dépensé beaucoup d'argent. On a mis 4 ans à développer. C'est à peu près 1 million d'euros, donc c'est beaucoup de développement, beaucoup d'argent, donc je ne peux pas. Mais je peux donner le concept et s'il y a des gens qui sont intéressés, des professionnels, ils peuvent me contacter. Mais en fait, c'est un équipement qui permet... alors,
je vais partir du point de départ, 95% des batteries dans le monde, c'est des batteries plomb, c'est des batteries liquides, c'est ce qu'on trouve dans les voitures, c'est des batteries liquides. On mettait de l'eau avant, moi, à mon âge, quand la batterie ne fonctionnait plus, on ouvrait les capuchons, on mettait l'eau à l'intérieur, on fermait, tu as peut-être connu un peu, en Chine il y a eu un peu ça, on rechargeait, ça bout, et puis on avait la batterie. Et donc c'est les batteries plomb. Et 95% des batteries dans l'industrie, dans la logistique, parce qu'il faut partir, aujourd'hui, on ne change pas tous les ans ces machines, hein, les usines, c'est des batteries plomb. Et on a inventé une machine, enfin un convertisseur, qui permet de remplacer la batterie plomb par une batterie lithium. En fait, on prend la batterie lithium, on l'enlève, on met une batterie, on prend une batterie plomb qui ne fonctionne plus, on l'enlève, on met une batterie lithium à la place et on met notre équipement au milieu. Et après, on branche à l'installation. Et notre équipement, il va faire croire que c'est une batterie plomb. Il va respecter la charge et la décharge et il va faire comme si c'était une batterie plomb alors que c'est une batterie lithium. Ça évite de se dire faut que je change mon équipement parce que maintenant je peux pas utiliser une batterie lithium dessus, parce que les gens pensent qu'une batterie lithium peut être mise à la place d'une batterie plomb, mais non. Si on fait ça, si on met une batterie lithium à la place d'une batterie plomb, au bout d'1 an, 2 ans, la batterie ne fonctionne plus. Parce qu'en fait, les limites du courant, de tension, sont différentes entre une batterie plomb et une batterie lithium. Donc ça ne va pas respecter un cycle. Faire simple, de 0 à 100% de charge, ce n'est pas la même chose entre une batterie plomb et une batterie lithium. Donc ça ne va pas charger complètement ou ça ne va pas décharger complètement et ça va casser la batterie lithium. Donc on a développé un équipement, on a estimé aujourd'hui, on a les documents, que annuellement, ça représente un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le boîtier qu'on a développé, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, on est en train de chercher à faire rentrer des investisseurs pour reprendre cette technologie, parce que nous, tu me demandais mon travail, notre travail, c'est de développer, c'est pas de fabriquer. On peut accompagner la fabrication, on peut fabriquer si on nous le demande, mais le but, c'est pas de fabriquer, c'est de développer, de transférer nos technologies pour continuer à développer d'autres choses. Et donc, ce produit-là, il est estimé à 400 millions en chiffre d'affaires. Et nous, on veut le transférer, cette technologie, pour un prix entre 5 et 10 millions d'euros. Transféré, avec un accompagnement avec des contrats. Le BMS avant, non, c'est un peu différent. C'est un BMS universel, mais ce n'est pas comme le boîtier qui répond à une technologie. Ce n'est pas le même temps de développement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même pas les mêmes coûts de développement. Mais là, ce qu'on a développé, donc on a ce boîtier-là qui permet de remplacer les batteries plomb. Il ne fait pas que ça, il fait plein d'autres choses. Il peut aller dans le militaire, il peut aller dans les laboratoires, parce qu'en fait, il peut permettre, laboratoire électronique qu'il utilise, il peut permettre comme un couteau suisse, il peut permettre à répondre à pas mal d'utilisations. C'est pour ça qu'il est estimé à 400 millions d'euros. Le paradoxe de tout ça, c'est que, alors aujourd'hui en Chine, on est avec des discussions avec des investisseurs, des fonds d'investissement en Chine, et avec des pays qu'on pourrait juger sensibles à l'international. Alors, on ne peut pas donner les noms dans les pays, mais c'est dommage de devoir transférer des produits où il y a des investissements, où il y a une entreprise qui va investir 5 ou 10 millions d'euros avec des rentabilités, avec des chiffres d'affaires à 400 millions d'euros. Et finalement, les entreprises vont pas dedans. En tout cas, pas les entreprises européennes. Pour ça, les entreprises chinoises, elles vont dedans. Ça va peut-être changer avec cette vidéo. Hein. On touche du bois, comme on dit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on a ce produit-là. On a un troisième, on en a parlé. C'est un chargeur par induction. Là, je reprends un peu, du coup, les vidéos que j'ai fait avant. Mais le chargeur par induction, en fait, c'est un système où on peut charger sans devoir connecter. Sans devoir toucher, sans toucher. Il n'y a pas besoin de toucher, du vide au milieu. Et en fait, il y a des utilisations là-dessus. Nous, on a identifié 3 grosses utilisations. Il y a l'utilisation pour les voitures électriques. Tu rentres chez toi, tu mets ta voiture, t'as pas besoin, il pleut, tu n'as pas besoin de connecter. Ou tu mets sous ton abri, tu as un abri de voiture, tu mets dessous et ça charge tout seul. Ça peut être les parkings de supermarché. Tu mets ta voiture, ça se charge. Pas besoin de connecter, rien du tout. C'est quand même génial. Il y a le marché du militaire au niveau du drone. Par exemple, nous, c'est un marché qu'on cherche, qu'on aimerait avoir. C'est par exemple, aujourd'hui, on voit bien avec les guerres, un drone, il fait un aller et un retour. Il ne peut pas s'arrêter. Donc, ils sont souvent à essence, ils ne peuvent pas être électriques.
quand elles sont électriques, ils ont des distances courtes. Et en fait, notre chargeur, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un pour connecter. Donc le drone, s'il y a des points, par exemple sur un toit d'immeuble, c'est comme un tapis, hein, c'est comme une carpette comme ça. Là. Il est posé sur le toit de l'immeuble. Le drone, il peut s'arrêter, se poser, il se recharge et il repart. Donc le côté militaire, ça évite d'avoir des humains qui bougent, donc de voir des gens dans des côtés stratégiques. Et le drone, il peut s'arrêter à plein d'endroits. Ça peut être en forêt, ça peut être sur un toit de bâtiment. Donc il y a cet usage militaire. La charge, elle peut être, parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre, mais ça existe déjà, parce que souvent on me dit, mais Vincent, on peut déjà charger le téléphone en le posant. Mais c'est une question de puissance. Un téléphone, c'est 30 watts, 20 watts de charge. Un drone qui va faire 1000 km, il va peut-être charger à 7 kW, 7000 watts ou 10 kW. Donc, à l'heure. Donc, il va pouvoir se poser, tout dépend si on veut qu'il s'arrête longtemps ou pas longtemps. Donc, le principe, il est simple, on va rentrer dans l'explication comment ça fonctionne. Le drone, il doit aller, on va prendre l'actualité, l'Ukraine. Ce n'est pas pour le vendre en Ukraine, mais on va prendre l'Ukraine. On pose un chargeur à induction sur un toit d'immeuble. Okay. Alors, c'est une carpette et on lui connecte des batteries qui ont été chargées avant. Un peu comme une station essence, on a mis de l'essence à l'intérieur de la station, on va prendre. Le drone, il va s'arrêter, il va charger et il va repartir à un autre point. Et donc, il y a besoin uniquement du chargeur et des batteries qui vont être connectées. Et il va être autonome. Et on peut aller au mieux, on peut intégrer en plus, et nous on l'a intégré dans le chargeur induction, une charge avec les panneaux solaires. C'est-à-dire que sur un toit, là on va aller un peu dans la science-fiction, mais dans la réalité aussi pour bien comprendre. Bon, c'est bien, c'est que tu parles français, donc tu peux me poser plus de questions de côté technique. Si tu prends un drone qui consomme, on l'a identifié le marché du drone avec les drones, par exemple les drones qui sont utilisés pas cher de la Chine pour la guerre, c'est des drones qui vont charger à 1 kW. Je ne parle pas des drones américains ou des drones qui sont vraiment militaires, qui vont être avec des charges un peu plus grosses. Mais on va être à 1 kW, 1000 watts de l'heure à la charge. C'est le drone qui est utilisé sur les guerres en Ukraine, c'est des drones qui vont aller de cette puissance-là. Les drones militaires, on va plutôt être sur des drones à 7 ou 10 kW, donc 7000, 10 000 watts de charge. Donc 1 kW, on va mettre des batteries, une batterie de camping-car, c'est 1 kW. Vous voyez, une batterie d'un camping-car, c'est 1 kW. Donc on va très bien pouvoir brancher 3 batteries, comme les batteries de camping-car, hein, donc c'est pas très grand, au chargeur, et 3 drones vont pouvoir se poser. Une batterie, un drone, et vont pouvoir charger. Voilà. Donc on met le nombre de batteries, et si on veut charger avec le solaire, un panneau solaire, c'est 500 watts, donc c'est 0,5 kW. Donc 1 kW, pour un drone utilisé comme en Ukraine, c'est 2 panneaux solaires. Donc si on veut charger juste un drone, on va mettre un chargeur par induction 1 kW, 2 panneaux solaires et une batterie. Et on va pouvoir charger tous les drones qui passent tous les 2 heures. Donc nous, on a ces technologies-là. Il y a aussi des pays sensibles qui sont intéressés avec nous. Mais encore une fois, on préférerait les vendre à qui s'adresser après, en étant. Voilà. Mais ces technologies-là, c'est des choses que l'on a développées, nous, en interne ici, hein, que l'on a déjà et qui fonctionnent bien. Donc voilà, donc on a cette partie du chargeur par induction avec les drones. J'ai parlé des drones, et puis après, comme je l'ai expliqué, il y a la partie des voitures électriques où on va charger les voitures électriques. Alors là, on va pas les charger avec des batteries parce qu'on a le courant de la maison ou de l'usine. On va être connecté, donc on va charger. C'est juste du confort d'utilisation. Là aussi, on a des discussions avec Dubaï, avec des endroits comme ça pour pouvoir les installer. On aimerait trouver en France aussi des entreprises ou en Europe qui seraient intéressées ou même des investisseurs. Donc on a ce côté-là. Et puis il y a le quatrième où j'en ai pas parlé, mais c'est... alors là, c'est marrant parce que c'est un autre... Je l'ai présenté en Europe, mais je ne l'ai pas présenté sur la partie Chine, sur ces vidéos-là. C'est un distillateur, c'est un appareil. On l'a créé il y a 2 ans, qui n'a rien à voir des batteries, mais qui fonctionne sur l'énergie.
Ça ressemble à un thermos, on va dire, tu sais, pour un mug, un truc où tu mets ton eau. Et dedans, en fait, tu as un compartiment pour mettre ton eau salée, ton eau de mer ou tes aliments, et un autre compartiment vide. Et quand tu mets de l'eau de mer, ça va transférer en eau qui va être buvable tout seul. Il n'y a pas de filtre, hein. Il n'y a pas de filtre à charbon, il n'y a pas de filtre à l'intérieur, il n'y a aucun filtre. C'est-à-dire que c'est un produit qui marche 20 ans, 30 ans tout seul. Il faut juste être connecté à un petit panneau solaire, mais tu sais, maintenant en Chine, il y a des panneaux solaires, tu les achètes, tu les déplies, donc il faut qu'ils fassent 50 watts. Mais on déplie ce panneau, on le connecte à notre système, on peut transformer de l'eau de mer en eau douce, on peut cuire ses aliments dans l'eau ou brute, on peut fumer sa viande si on veut fumer, on est dans du survivalisme. Et donc ça s'adresse à la fois au survivalisme, aux campeurs et aux militaires. Aux militaires, on en revient, faut bien comprendre notre activité, nous on travaille l'électronique de puissance. Il y a l'électronique et l'électronique de puissance. On parlera à la fin sur justement ce qu'on fait ici. L'électronique de puissance, on est dans des sujets beaucoup plus sensibles qui touchent souvent l'énergie, et l'énergie ça touche les pays. Et donc là pour ce produit-là, on appelle le distillateur, le nom qu'on lui a donné c'est Rainbow, parce que dans l'idée, nous, ce qui nous a intéressé, c'est également dans les pays où il y a de l'eau pas bonne à boire, de pouvoir la rendre propre et de pouvoir la boire. C'était notre première idée. Mais aujourd'hui, on a des pays comme la Turquie, comme l'Iran, qui sont intéressés pour prendre cette technologie. Mais j'ai essayé de les présenter à des sociétés comme Decathlon, des boîtes plus pour le domestique. À l'armée aussi, en France, j'ai contacté l'armée. Ils m'ont dit qu'ils allaient étudier, j'ai jamais eu de nouvelles. Donc c'est quand même assez triste. C'est que quand on crée un produit comme ça, pour nettoyer l'eau, c'est 1 an de travail, c'est un budget à peu près juste de coût humain, à peu près 30 000 euros, un peu plus de 30 000, c'est même entre 30 et 50 000 euros pour développer un produit comme ça. Et donc évidemment, quand on développe un produit comme ça, ça peut à la fois sauver des vies et on a vu que les gens l'utilisent. Donc c'est pas, donc si Decathlon ne le veut pas, si la grande distribution ne veut pas, si l'armée ne veut pas, nous on est en Chine, on est là pour développer, ou s'il y a des sociétés privées qui sont intéressées, peuvent nous contacter aussi, mais on est là pour commercialiser nos produits. On n'est pas là pour les regarder juste. Mais l'Iran par exemple est intéressé sur ce produit-là en ce moment. Donc je vais finir sur notre travail, on montrera les vidéos parce que tu vas pouvoir parler aux gens autour et leur poser des questions, ouais, on a le temps, leur poser des questions de ce qu'ils font. On développe ces 4 produits, ça nous a coûté. Heureusement, on a des entreprises derrière qui nous accompagnent, des gens, c'est pas tout seul, mais on développe des produits et on a aussi de l'accompagnement en entreprise avec des entreprises européennes, des entreprises canadiennes, américaines, de tous les pays qui vont nous demander de leur trouver un produit miracle. Donc soit on le trouve et on est bon, soit on leur crée leur produit. Donc on développe pour des entreprises, on développe des produits pour eux, ce qu'ils ont besoin, on le développe. Des fois, ils veulent une machine spécifique. On la développe aussi, ou on la change par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Puis après, on a des marchés où, par exemple, on va nous demander des panneaux solaires, on va nous demander des onduleurs, on va nous demander des batteries, où nous, on va leur fabriquer les batteries, on va exporter les onduleurs pour eux. J'en avais parlé dans une vidéo de 10 minutes la dernière, mais en fait, ça a vraiment son importance parce que ça va être des points qu'on va aborder peut-être parce que moi je suis confronté tous les jours. On pense qu'en achetant en Chine directement, on fait des économies puis tout va bien, mais en fait, sinon je ne serais pas en Chine. C'est un vrai problème. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Déjà, il faut avoir des gens qui techniquement connaissent derrière, parce que connaître sur un marché européen et connaître sur un marché chinois, c'est un peu différent. Et on ne connaît pas de la même façon, on ne trouve pas la même chose et on ne travaille pas de la même façon. Et puis derrière, l'accompagnement qu'on va faire, ça va être des accompagnements très techniques entre le besoin, les objectifs et ce qu'on trouve sur le marché et les évolutions. Parce que les entreprises chinoises vont dire nous on a ça en stock, on va leur dire tiens, prenez ça, c'est très bien, parce qu'ils ont ça en stock. Moi-même, quand je dois acheter, on a eu le cas avec mes connecteurs. Je dois acheter des connecteurs pour des connecteurs, on va me proposer ce qu'ils ont. Ils ne vont pas me proposer ce qui est le mieux. Et donc d'avoir des sociétés comme nous qui accompagnent, on a des sociétés qui veulent acheter des panneaux solaires, des batteries, être accompagnés, on les accompagne et on gagne de l'argent avec ça, parce qu'évidemment on ne le fait pas gratuitement, mais eux en économisent, et ils payent moins cher qu'avec une société chinoise et en plus ils ont du meilleur résultat, donc c'est mieux. Donc on a du trading, on va dire, brut de brut, mais du trading, j'aime pas trop parler de l'achat-vente,
ou de la fabrication. On est quand même dans le technique, on conseille, on ne prend pas le bon de commande et on envoie, on accompagne des entreprises. On accompagne des PME, on accompagne des entreprises qui nous payent et qui nous permettent de continuer nos marchés. Parce que quand on développe des projets, des technologies, on n'a pas un retour à l'investissement directement. Le retour à l'investissement, c'est déjà plusieurs années. En fait, il y a plusieurs approches, c'est-à-dire que quand on finit un produit, soit on fait le premier échantillon, le premier et on le vend, soit on trouve des investisseurs qui, eux, vont le vendre. Moi, je suis plutôt là-dedans parce que d'aller vendre, ça ne m'intéresse pas, on aime développer. Et donc, ça prend plus de temps. Mais quand on trouve un investisseur, eh ben, on a le retour à l'investissement, puis on peut faire d'autres projets derrière. Hein. Okay. C'est une passion, hein. C'est des passions. Ah, okay. Voilà. Peux-tu m'écrire la mission de ton entreprise en une phrase? C'est une bonne question. Ça va être du conseil. Alors, c'est le conseil, mais le conseil d'ordre technique et le développement qui va avec la commercialisation. Conseil, développement, et puis derrière, c'est technique et commercial, en fait. Technique commerciale pour le client qui nous contacte et conseil et développement pour notre structure. Nous, on est là pour aider les entreprises. On n'est pas là pour autre chose. On est là pour aider les entreprises. Donc, conseil et développement, et eux, c'est technique et vente. Enfin, nous, on aime les clients qui vont là-dedans, dans ce dossier-là. On a des cas différents. Des fois, on a juste des gens qui disent on a besoin de 100 batteries. Est-ce que Vincent, tu peux nous trouver 100 batteries? Donc, oui, on va leur fabriquer 100 batteries, on va leur vendre. Donc là, c'est vraiment de la vente pure. Mais c'est pas notre. Enfin, nous, on adore faire progresser. Ouais. Voilà, donc voilà, un peu pour la réponse. Okay. Conseil, développement. Okay. Ouais. Merci beaucoup. Merci.